Tchad, soit au Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanatikeli Iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Congo, awa tovandi na Europe, mandoki maleli Bukavu. Tovandi na Amérique, mandoki masolela na Chikapa. Tovandi na Asie, mandoki maleli Mbandaka. Gombe ezali Congo, Manyeme ezali Congo, Mbandaka ezali Congo Yesu. Tosengi kimia na Congo. Yahweh, Yahweh. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour et bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. La situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférent. Après la chute de Goma, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer tout ce qu'ils ont appelé les uns comme une humiliation face à cette débâcle des forces armées congolaises qui ont presque pas combattu, qui n'ont presque pas défendu la ville de Goma. Mais d'autres, par contre, pensent à une certaine léthargie, pour ne pas dire une certaine complicité, même une trahison de la part des autorités de Kinshasa, qui n'ont pas pu mettre des stratégies convenables pour assurer la sécurité des Congolais et Congolaises à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi essayer de parler de cet embargo des armes, étant donné que les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 1807 de 2008, est très claire là-dessus, parlant de l'embargo qui ne concerne que les forces négatives, notamment les forces rebelles qui sont en train d'œuvrer à l'est de la République démocratique du Congo, dont l'embargo ne concerne en rien la République démocratique du Congo en termes de l'armée régulière, c'est-à-dire les forces gouvernementales. Nous allons y revenir en large et en détail dans cette émission. Beaucoup se posent des questions de savoir les M23, qui sont-ils réellement et quelles sont leurs revendications. Nous avons l'impression que la population a du mal à se ranger derrière le président Kabila malgré l'appel à la mobilisation qui a été lancé depuis un certain temps. Et d'aucuns pensent qu'il y a certains problèmes internes qui font diviser cette classe politique et pensent qu'un dialogue serait utile avant de penser à un quelconque dialogue avec, bien sûr, les forces de M23. Et aussi, enfin, nous allons essayer de chercher quelques ébauches de solutions pour voir qu'est-ce qu'il faudra pour stabiliser la RDC. Voilà, c'est quelques points que nous allons aujourd'hui analyser avec mes trois invités. Nous avons à mon extrême gauche le docteur Georges Alula. Docteur Georges Alula est docteur en pétrochimie de l'Université de Metz en France. Il détient un master degree des grandes écoles en génie logiciel de l'École nationale supérieure des télécommunications. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont les livres Congo, les génocides économiques ignorés, Tuer la majorité pour protéger une minorité, Sexe utilisé comme arme. C'est un ouvrage qui est paru ici aux États-Unis d'Amérique. Et il est aussi géniteur du plan pour la reconstruction du Congo, plan d'ailleurs qui a reçu une lettre d'appréciation du président Barack Obama, puisque ce plan a été soumis à l'administration Obama. C'est un plan de 140 milliards de dollars, c'est quand même ambitieux.
On va parler de cela avec Dr Georges Aloula plus tard. Mais il est aussi membre très influent de la diaspora et ancien candidat, bien sûr, à la présidence de la République démocratique du Congo. Docteur Georges Aloula, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Bacolo State. Merci. À ma gauche, nous avons Madame Deborah Kipene, qui est esthéticienne, cosmétologue. Elle est aussi étudiante en communication de masse. Elle est bien sûr une native de Bukavu, dans le Kivu. Madame Kipene est activiste. Elle a fait plusieurs interventions ici dans des chaînes locales, mais surtout cette mission qu'il avait amenée en Côte d'Ivoire lors du conflit post-électoral. Nous allons aborder avec Madame Kipene tous ces sujets. Madame Kipene, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, nous avons Monsieur Ngimbi Kalouvoiziko, qui est donc économiste. Il est analyste politique et écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages et articles. Il a d'ailleurs, il faut le souligner, qu'il a écrit un article très intéressant dans notre magazine, Bacolo State Magazine. Merci d'abord pour ça. Et son dernier ouvrage s'intitule « Congo-Zaïre, le destin tragique d'une nation » qui a paru aux éditions L'Harmattan en France. Monsieur Ngimbi, bonsoir. Bonsoir Gary Iwele, bonsoir à tout le monde. Voilà, avec nos invités, ce soir, nous allons essayer d'analyser l'actualité en RDC. Mais avant tout cela, j'aimerais adresser ma pensée à ces groupes de compatriotes congolais et congolaises qui ont commencé une grève de la faim depuis la France pour attirer justement l'attention des autorités du monde, mais surtout françaises, par rapport à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Geste combien louable, je sais que c'est des pères de famille, je sais que c'est des mères de famille et qui ont accepté de se sacrifier. Et depuis un certain temps, nous avons vu ces sentiments de patriotisme qui animent désormais les Congolais. On a vu les Congolais qui commencent à se sacrifier pour leur pays, se priver à boire et à manger pendant plusieurs jours déjà pour attirer l'attention du monde entier par rapport à la situation de guerre qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Donc j'ai cité Pierrot Itela, Hervé Kachama, Madame Nicole Moutolo, Angélique Kabongo, Hervé. Alors je sais qu'ils sont déjà très fatigués. À cette heure, il est 20 h ici à Washington DC. Il fait très tard en France, mais nous allons essayer de les joindre au téléphone s'ils peuvent nous dire quelques mots par rapport à leur motivation et où ils pensent aller avec leur action. Oui, Monsieur Pierrot, c'est Gary. Bon, là, on va vous prendre en direct. Nous avons au bout du fil Monsieur Pierrot Itela. Bonsoir, Monsieur Pierrot Itela. Bonsoir, Gary. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes déjà très affaibli puisque ça fait quand même un bout de temps que vous êtes sous cette grève de la faim. Pouvez-vous nous dire qui est avec vous et qu'est-ce qui a motivé cette action de bravoure? Vraiment, merci de la question. Bon, Suzanne Hervé Kachama, Dona Nicole Boutol, Dona Angélique Kabongo. Bon, enfin, raison, ils allaient simple. Yo, comme tout le Congolais, ils disent que c'est parce que l'Est à Congo, non seulement l'Est à Congo, on a Congo Mobimba. C'est ça, par rapport à violence, ça, à l'Est à Congo. Bon, pour sensibiliser l'opinion, tout d'abord l'opinion nationale congolaise, parce que tous les gens sont sérieux, tout le combat est au Kende, il faut poser acte pour que les Congolais partout dans le monde que Bichot doit capable de défendre pour la place de la communauté internationale. Il y a qui vraiment qui geste mot tout ça qui pour la communauté nationale tout le monde passe par là, va vous poser à ta ningana et vous va donner belé pour le décision à Congo. Vraiment raison pour ça sur ma casse à Voilà, merci Monsieur Pierrot. D'abord, Ozana
encouragement na biso et puis na soutien na biso, puisque ça fait quand même un bout de temps tout le monde a une action à boiter dans la communauté na biso. Mais est-ce que quoi ça biso beaucoup na quel jour, na 40e jour déjà il y a grève na bino, et vous comptez aller jusque quand? Déjà ndé bobandi action wana, est-ce que le gouvernement français a prêté quand même moins attention na action na bino bomene? En tout cas, il est comme le 5e jour, il y a grève. Et quand on a vu les alliés, tout même Mayango, jusqu'à ce que l'autorité de la France va réagir. Mais en tout cas, dans le niveau média, vraiment, il y a vraiment l'autorité, mais ça, il est passé ma casse. Il est passé ma casse. Parce que la question qu'il y a bu sur les Congolais, partout aux alliés, il y a pression, qui est pression dans la capitale européenne surtout, de demander tribunal international pour le Congo. Tout le monde qui est tribunal pour le Rwanda. Tout le monde qui est tribunal pour la Yougoslavie. Tout le monde qui est tribunal pour le Bambouk et Bélé. Mais pourquoi tribunal pour le Congo? Il y a plus de 8 millions de morts, quand même, ils ont mis des tribunaux. Donc, raison de la Ligue est, but de la Ligue qui est demandé tribunal international pour le Congo. Est-ce que Nego Moussou Zaza a permis ou a repéré ça vite fait? D'accord, on a repéré ça, Hervé, on a allé voir office de porte-parole. Oui, monsieur Hervé, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que Pierrot a dit? En tout cas, tout d'abord, dans le Congo, il y a l'équipe NIOS et puis un mouvement RNC. Je tiens vraiment à vous remercier pour contacter Bissou, parce que l'appel OND, soutien et on se sent en tout cas rassuré et accompagné. Comme M. Tel, le Binabino, geste autre salut, c'est-à-dire vraiment pour nous Congolais que il faut te faire une étape pour ceux qui ont condamné mais à sacrifice quoi. Donc voilà un peu le mot. Et nous espérons en tout cas à travers Action Oyo que la communauté internationale va pour bouger un peu dans les Cambodgiens du Congo. Et en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci. Nous sommes là ensemble et puis on tient bon, grâce à vous et par la grâce de Dieu. Parce que comme moi, ils allaient nobles. Et toujours, vous n'avez pas d'habitude, mais pour la moka et puis pour la bana biso. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Ok. Monsieur Gary, où elle est. Merci en tout cas à Wana Studio et puis Batinyoso, saluer Bino, to encourager Action à Bino. Et puis, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien moral. Je pense que vraiment, mission n'a bien aux accompli. Et puis, si on a besoin de vous, on ne manquera pas à vous joindre encore une fois de plus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez suivi là nos compatriotes de la France qui ont commencé une grève de la faim. Ils sont maintenant au 5e jour. Est-ce qu'ici au studio on peut avoir une réaction? Il y a quelqu'un qui peut réagir? Docteur Georges Aloula. En tout cas, je salue cette nouvelle forme de revendication qui démontre à quel point le Congo est debout. Qu'à cela ne tienne, nous vaincrons car Dieu nous donne la force de nous surpasser. Cela me rappelle le courage de Armand Tungulu, la bravoure de Floribert Chebeya, le dévouement de son chauffeur Fidel Bazana et l'amour inconditionnel de notre fils qui s'est immolé pour réclamer la vérité des urnes, je cite Cédric Nyanza. Je dirais tout simplement à tous les Congolais, à l'exemple de Pierrot Itela, Hervé Kachama, Angélique Kabongo et maman Nicole Moutolo, que vraiment vous nous dépassez. Vraiment vous démontrez que nous avons atteint un autre niveau dans les revendications que nous faisons. Nous sommes dans la diaspora, nous sommes en Europe, nous aurions pu nous contenter de la belle vie que nous avons ici. Quand je dis belle vie, c'est-à-dire sur le plan matériel, mais notre douleur est tellement forte que vous êtes prêts à sacrifier votre vie pour votre pays. Je vous salue et je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire. J'ai beaucoup de respect pour vous tous. Merci beaucoup et que votre exemple soit suivi par beaucoup d'autres après. Mais notre révolution continuera son chemin jusqu'à la victoire. Ingeta. Merci, Dr Georges Aloula. Je ne sais pas si M. Ngimi a quelque chose à ajouter. Oui, juste un petit mot. Je voudrais tout simplement ajouter à ce que vient de dire Georges Aloula et rendre hommage à tous ceux qu'il a cités.
dire aussi à ceux qui sont en train de faire cette grève de la faim que nous soutenons leur action. Nous admirons leur bravoure, leur courage, parce qu'il faut bien le dire, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on rencontre et qu'on trouve des gens qui acceptent un tel sacrifice. Qui se privent à manger. Oui, qui se privent. Bon, Georges Aroul a cité le cas de quelqu'un qui s'est immolé. Il y en a d'autres qui ont donné leur vie. Alors ça, ce sont des actes qu'on n'a pas connus par le passé, mais qu'on connaît ces derniers temps, pour dire simplement que le moment est très grave et que nous devons tous prendre au sérieux ces instants décisifs dans l'histoire de notre pays et nous engager pour que cette histoire calamiteuse puisse prendre fin le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci. Alors, Madame Deborah, un petit mot? Oui, juste un petit mot, car je crois que tout a été dit. C'est une action louable et je loue ce que nos frères sont en train de faire. Je crois que nous sommes à un moment très décisif pour un nouveau départ de notre pays. Merci beaucoup. Et là, c'était à chaud la réaction de nos invités de ce soir par rapport à cette grève de la faim qu'a entamé nos compatriotes de la France. Alors, nous revenons à notre sujet de ce soir. Nous allons parler un peu de la situation qui prévaut actuellement au Congo. Et le premier point, Goma est tombé quasiment sans combat. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous avons vu à travers le média cette débâcle de forces armées congolaises. On nous a parlé d'un renfort qui est venu du Rwanda. Hier, moi, j'étais aux Nations Unies. Il y a un autre rapport des experts qui démontre noir sur blanc, encore une fois de plus, que le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu les forces de M23 pour la prise de Goma. Nous allons commencer avec Dr Georges Alula. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma réellement? En tout cas, Gary Ouellet, aucune armée au monde ne peut résister à un combat face aux ennemis si le commandant suprême de l'armée est complice des agresseurs. Ce que nous avons vu à Goma n'est là qu'une démonstration de la complicité sur le plan international contre les Congo. En prenant Goma avec les renforts rwando-ougandais vraiment affichés et puis supportés par des faits et des rapports des Nations Unies, les groupes qui veulent contrôler les richesses naturelles du Congo à l'Est ont voulu obliger le peuple congolais à aller sur la table de négociation avec les rebelles du M23, qui ne sont qu'une continuité du CNDP, du FDLR et de LRA, puisqu'il faut comprendre qu'à l'est du Congo, toutes ces forces qu'on a appelées négatives ne travaillent que pour l'intérêt de leur pays, parce que toutes les matières premières qu'ils volent au Congo transitent par Kampala ou par Kigali. Alors, Madame Deborah, et M23 dans Goma, je sais que vous êtes personnellement touché puisque je sais que vous êtes originaire de là. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette débâcle? Pour moi, la chute de Goma, nous l'attendions parce que ça dure depuis 1997, depuis l'entrée de l'AFDL. Vous savez, quand vous entrez dans un pays avec une alliance et que vous prenez le pouvoir avec vos agresseurs comme disons comme soutien, base arrière, on ne peut s'attendre qu'à une chute. Et c'est là que la manière dont on prend le pouvoir est très importante. Depuis la mort de Kabila le père, nous avons vu le fils prendre le pouvoir, nous avons suivi les élections. Et quand vous regardez la manière dont Goma a été pris, depuis qu'on entend parler de Bosco Ntaganda, de Laurent Kunda, mais depuis surtout la fusion de notre armée, l'armée républicaine, avec la rébellion, j'ai su que le Congo était tombé. Parce que nul endroit au monde, sauf peut-être en Côte d'Ivoire, où je l'ai vécu, parce que j'étais là en pleine crise post-électorale. À part la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un pays qui fusionne une armée républicaine avec une rébellion. C'est déjà une infiltration à un très haut niveau.
C'est simple, je n'ai pas vu la victoire de Goma. Je ne l'ai jamais vue. Et quand nous avons parlé de ça, certains ont pensé que c'est parce qu'on était contre Kabila, c'est parce qu'on ne voulait pas Kabila au pouvoir. Non, nous sommes en train de défendre des principes d'un État. L'intégrité d'un territoire, la souveraineté d'un peuple, ça ne se fait nulle part. Dites-moi à quel moment on ira dire à Kagame de prendre des officiers congolais dans son armée. Ça ne se fera jamais. Depuis que Kabila et son gouvernement ont décidé de fusionner notre armée avec les rebelles, soi-disant à cause de certains accords, j'ai vu l'Est de la République démocratique du Congo tomber. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir, puisque je sais que c'est un sujet qui suscite quand même beaucoup d'interrogations. Et nous tournons vers M. Ngimbi, qui a écrit beaucoup de choses sur cette situation. En 2009 déjà, M. Ngimbi a écrit dans son livre « Congo-Zaïre, le destin tragique d'une nation », un extrait que je vais citer ici. À la lumière des derniers développements de la situation, tout semble plutôt indiquer l'aboutissement d'une stratégie visant à maintenir le moyen de défense de l'État congolais dans un état de faiblesse, afin de le pousser à céder aux exigences du Rwanda par les négociations avec le CNDP. Cet accord vient aussi exposer clairement l'impuissance de l'État congolais à assurer par ses propres moyens la sécurité de son territoire, en permettant au Rwanda, l'ennemi d'hier, d'assurer sa présence au Congo et d'y mener des opérations militaires chaque fois qu'il le jugera nécessaire pour sa propre sûreté. Monsieur Ngimbi, ça c'était... C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Donc, ce qui est arrivé il y a une semaine ou une dizaine de jours à Goma ne devrait pas surprendre. Bon, ce qui est surprenant, au contraire, c'est le fait qu'on semble oublier les fondamentaux, c'est-à-dire le fait que le Congo est un État souverain et qui a des frontières internationalement reconnues. Et quand on va aux négociations, quand on a des contacts avec l'extérieur, on prend des engagements qui ne tiennent pas compte de cette réalité-là, puisqu'on ne peut pas comprendre que dans les accords qui ont été conclus il n'y a pas longtemps à Kampala, on ait accepté que les soldats de M23 puissent garder l'aéroport concomitamment avec les forces des Nations Unies et les forces armées congolaises. Bon, ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je me demande pourquoi un État souverain et qui a des institutions, semble-t-il, qui marchent très bien, puisse accepter que des rebelles qui les combattent puissent demeurer de façon formelle et officielle, occuper une partie du territoire. Bon, ça me dépasse. Et enfin, quand on parle des implications extérieures, on n'est plus au niveau des implications, on parle maintenant du pilotage, puisque le dernier rapport des experts des Nations Unies parle explicitement du fait que c'est le gouvernement rwandais qui a dirigé, qui a formé, qui a financé et qui a donné les moyens logistiques aux soldats de M23 pour attaquer Goma. Donc nous sommes dans une situation qui est très très complexe. Et c'est comme un échevet, on ne sait pas par quel fil tirer pour les démêler. Mais je pense que le plus important pour le Congo et le gouvernement congolais, c'est de veiller à ce que toute initiative qui aille dans le sens de la pacification de cette partie du pays soit prise en tenant compte de ces fondamentaux qui sont l'intégrité du territoire et la souveraineté du Congo. Merci M. Ngimbi. Nous allons rester avec vous pour parler de l'armée. Qu'est-ce qui fait que l'armée congolaise aujourd'hui ne s'organise pas? Depuis plusieurs années que Kabila est au pouvoir, on voit que cette armée a du mal à décoller. Dans certains discours, on nous parlait bien sûr de l'embargo des armes. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous avons ici sont tout à fait claires. Surtout la résolution 1807
est tout à fait clair sur l'embargo des armes. Cet embargo ne concerne que les groupes armés, ça ne concerne pas l'armée nationale. Alors cette raison a toujours été évoquée. Oui, certainement. Vous savez, l'armée congolaise a toute une histoire, une longue histoire. Depuis l'époque de Léopold avec la force publique, on a vu que c'était une armée qui était très disciplinée et qui a eu des victoires retentissantes en Afrique avec la prise de Tabora, qui a participé aux opérations de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, jusqu'en 1960, cette armée était très tenue de façon très étroite sur le plan de la discipline. Puis est venue l'indépendance, où il y a eu une certaine continuité jusqu'à un certain moment. Et les choses ont commencé à se dégrader à partir du moment où l'armée a été est sortie de son moule d'institutions qui est basé sur des traditions et sur les principes immuables, c'est-à-dire la discipline qui est absolument inattaquable dans une armée. Elle est absolument indispensable, elle est rigoureuse. Donc quand il y a un relâchement sur ce plan-là, l'armée se délite et elle devient, c'est des bandes, elle n'est plus efficace. Vous pouvez acheter des armes, mais s'il n'y a pas de discipline, le commandement n'est pas assuré, l'armée ne pourra rien faire. Bon, les choses se sont encore dégradées davantage avec le phénomène des mixages, des brassages, puisqu'on a accepté dans l'armée des hommes qui n'avaient pas la formation militaire, à qui on a donné des grades, des commandements, alors que dans la tradition militaire, il y a des normes pour accéder à des grades de commandement et au niveau aussi des cadres des officiers généraux. On ne devient pas général du jour au lendemain. Pour entrer, par exemple, pour devenir major, il faut passer à l'école d'état-major. Ça, c'est connu. Pour accéder au niveau des commandements des pelotons ou des compagnies, il faut aller à l'école des compagnies, des chefs de pelotons, des chefs de compagnie. Bon, tout cela devrait être suivi, mais malheureusement, ça ne l'a pas été fait. Au point qu'aujourd'hui, bon, ça je ne le prétends pas, mais c'est connu, il y a des gens, des généraux qui n'ont jamais fait des cours d'académie militaire. Ils se retrouvent comme général. Quand ils vont dans la guerre, ils ne savent pas élaborer un plan d'attaque, ils ne savent pas lire la carte militaire. Et ce sont des lacunes qui sont très graves. Et de l'autre côté, vous avez tous les soldats là qui sont entrés dans l'armée, qui sont venus des rébellions différentes, comme l'ont dit mes prédécesseurs ici, et qui n'avaient jamais été entraînés formés comme militaires. Puisque être militaire ne veut pas seulement dire qu'avoir des conditions physiques est requises, mais il faut avoir un certain profil. Donc il faut être discipliné et savoir pourquoi on est militaire et pourquoi on s'engage dans l'armée. Donc ça, ce sont des principes qui devraient être respectés. Pour les gens qui sont entrés dans l'armée, ce sont des guerriers, mais qui ne sont pas des militaires. Donc la discipline se relâche et ce qui est arrivé n'est pas surprenant. Madame Deborah, cette armée est caractérisée à se battre en retraite. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Goma est libéré en quelque sorte sous un appel et soudainement, on appelle les militaires qui sont censés libérer la ville à revenir reprendre leur position. On voit que cette armée, aujourd'hui, comme M. Ngimi l'a dit, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est caractérisée à cette façon de faire les choses. À moindre coup de feu, et ils battent en retraite. Merci Gary. Ben ça, encore une fois, je crois que c'est une conséquence des alliances depuis l'entrée de l'AFDL. Parce que moi, j'étais à Kinshasa, j'ai vu l'AFDL entrer. Et je dois vous dire que si nos généraux, les généraux qui ont travaillé avec le président Mobutu étaient des vrais généraux, et je crois que la plupart d'ailleurs ont démissionné, c'était une occasion pour eux de se suicider. Parce que quand on a vu les petits-enfants, les Kadogo comme on les appelait, qui ont fait fuir l'armée zaïroise de l'époque, non mais je vous dis, moi j'ai pleuré, c'est inadmissible. Avec tous les noms qu'on connaissait à l'époque et qui ont battu en retraite quand les Kadogo sont venus. Tout à fait. Mais Kabila le père a voulu les récupérer.
Malheureusement, il est parti très tôt. Il les aurait récupérés, peut-être comme notre frère Ngimbi vient de dire. Vous savez, je crois qu'on doit mûrir aussi politiquement. On ne peut pas dire que parce qu'ils ont travaillé avec Mobutu, on n'en a pas besoin. On avait quand même des soldats qui avaient ce qu'on appelle l'éthique d'un soldat bien formé, qui avait tous les critères pour défendre une patrie. Et on l'a vu quand même. Il ne faut pas qu'on dise que Mobutu n'a rien fait. Moi, je dois dire que ce monsieur... il a servi le Zaïre, il a servi le Congo. Ce qui est arrivé aujourd'hui est une conséquence. Et nous le verrons aussi avec Kabila. Il partira. C'est un fruit de la communauté internationale. Le temps pour moi de prendre Dr Georges Aloula. Cette armée, est-ce que demain on peut aussi voir une armée forte qui s'élève au Congo? Bien sûr que oui. Tout est question de leadership que nous allons mettre à la tête de ces pays. Et je voudrais peut-être... rectifier une petite chose que ma sœur Déborah vient de dire. Laissez-moi rappeler que l'armée congolaise a frappé Paul Kagame et la rébellion quand ils ont tenté de renverser Abiy Ahimana à 2 reprises, en 1990 et puis en 1993. C'est le général Maele qui a conduit les opérations pour les renvoyer en Ouganda. De l'autre côté, lorsque l'AFDL a attaqué le Congo, sous le conglomérat de l'AFDL a attaqué le Congo, tout le monde en avait marre de Mobutu. Donc l'armée congolaise, non seulement, une partie, vous avez raison, la logistique n'a pas suivi puisque l'armée était désorganisée, mais il n'y a pas eu de combat depuis l'est du pays. Ils ont traversé de l'est à l'ouest du pays. À l'arrivée à Kinshasa, les ordres étaient donnés aux militaires de ne pas combattre pour éviter les carnages à Kinshasa, mais on n'avait pas les moyens de soutenir cette force. Dans ce sens-là, vous avez peut-être raison. Nous avons connu des généraux comme le général Bumba, de forces, comment dire, des commandos. Nous avons connu des officiers qui ont été formés dans les plus grandes institutions et académies militaires dans le monde. Malheureusement, à un certain moment, Mobutu les a utilisés pour faire des coups d'État montés, des coups d'État fabriqués pour les écarter en ayant peur d'eux. Et il a aussi liquidé une bonne partie des officiers de l'armée congolaise. Tout ça n'a conduit qu'à affaiblir l'armée. Je garde l'espoir que demain, avec un leadership qu'il faut, les Congolais, vous avez vu tout ce que nous sommes en train de... Nous avons commencé cette émission en parlant des Congolais qui font la grève de la faim. Nous avons rappelé dans cette émission qu'on ne pouvait pas penser qu'un Congolais pouvait s'immoler pour les pays. Donc nous avons une nouvelle génération qui nous donne l'espoir que ce pays sera défendu. Et dans pas trop longtemps, nous pensons que les gens qui sont en train de prendre notre situation pour une permanence, nous allons un jour rentrer à Kampala et à Kigali à pied. Dans le monde aujourd'hui, on ne parle plus de rébellion. Apparemment, il n'y a plus de rébellion qui existent dans le monde. Partout, on parle de terroristes. Et on voit au Mali, on les appelle terroristes. Et ici et là, ce sont des terroristes. Mais au Congo, on appelle M23 rebelles. Qui sont-ils, Monsieur Ngimi, nous allons commencer avec vous. Sont-ils des rebelles? C'est des agresseurs? C'est des terroristes? Qu'est-ce qu'on va retenir de M23? Oui, Gary, je pense qu'il faudrait tout d'abord commencer par qualifier les conflits qui nous préoccupent actuellement. Au début, on parlait des mutineries, de quelques soldats. Bon. Puis, on a eu des révélations qui ont démontré qu'il s'agissait en fait d'une agression. Il y a eu par la suite un glissement. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment un langage clair du côté congolais pour définir d'une façon explicite ces conflits. S'agit-il d'une agression ou d'une mutinerie? Bon, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une mutinerie ou d'une agression, comme je l'ai dit au départ, tout doit se fonder sur la réalité de l'existence de l'État congolais, souverain qui a des limites territoriales reconnues internationalement. Ces soldats, ces éléments de M23, avec tous les éléments que vient d'exposer l'équipe des experts des Nations Unies, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible.
ce sont des éléments de l'armée rwandaise. Donc la qualification de ce conflit-là ne peut être que l'agression. Malheureusement, cette thèse d'agression n'a pas été soutenue avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de force par le gouvernement congolais, ce qui fait qu'aujourd'hui, le M23 semble avoir réussi ce qu'il avait toujours cherché, c'est-à-dire pousser le gouvernement congolais à la table des négociations. Donc la prise de Goma peut être comprise comme une manœuvre pour faire monter les enchères au niveau des négociations en disant, voilà, si vous ne vous pliez pas à nos exigences, nous serons encore en droit de revenir, cette fois-ci avec beaucoup plus de force pour réoccuper Goma. Donc nous sommes là dans un scénario qui est déjà connu, et malheureusement, on ne semble pas trop prendre cela au sérieux, puisqu'on continue d'aller de négociations aux négociations. Les négociations qui sont prévues cette semaine-ci à Kampala sont encore une preuve, je ne dirais pas de la naïveté, mais de la manière un peu naïve, et un peu, je ne dirais même pas de légèreté, mais de la manière un peu négligente avec laquelle on semble prendre les choses en main, puisqu'on va se retrouver à Kampala avec 3 interlocuteurs, dont 2 interlocuteurs étatiques, le Rwanda et l'Ouganda, et un interlocuteur qui est pratiquement le prolongement des 2e interlocuteurs étatiques, qui est le M23. Les 3 interlocuteurs sont des alliés qui vont se retrouver en face du seul Congo. Alors, quelle est la marge de manœuvre, quelle est la force que le Congo pourra exercer seul devant 3 alliés qui sont en face de lui dans ces négociations-là? Tout à fait. Docteur Georges Aloula, et les M23, qu'est-ce qu'ils revendiquent au juste? Parce qu'à un certain moment, nous avons su, dans les accords que nous avons ici, ils parlent d'autres revendications. Mais il y a quelques jours passés, ils commencent à parler de vérité des urnes, de dialogue qui doivent inclure la diaspora, la libération de prisonniers politiques. Et finalement, il y a quand même de l'amalgame dans ces revendications. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Les membres du M23, ou du moins la communauté Tutsi rwandaise qui vit chez nous, nous connaît. Ils savent aussi que pour avoir ce qu'ils veulent, il suffit d'aller au dialogue et de proposer, de faire miroiter des postes aux leaders politiques congolais qui sont peu stables sur ce point, pour qu'ils puissent avancer dans leur agenda. C'est quoi leur agenda? Le Congo est malheureusement victime de cette complicité internationale que j'ai appelée dans mon livre je vais le dire peut-être en anglais rapidement, International Community Instability Management, Willingness and Stability Management. Je vais dire ceci, c'est-à-dire que la communauté internationale gère l'instabilité au Congo avec des cycles de guerre et il déclenche à volonté pour maintenir l'exploitation illégale de nos matières premières. Donc, et pour ça, ils trouvent des entités. Dans les années 90, malheureusement, cela représentait Museveni avec l'Ouganda et Paul Kagame et le Rwanda. Et ils nous ont mis des guerres pour maintenir le flux la fourniture de nos matières premières au marché international. Avec les M23, lorsqu'on vient chercher Bosco Tanganda, il y a, comme l'a dit M. Ngimbi, il y a une mutinerie. On change de langage. À chaque fois, c'est un nouveau vocabulaire. Quand cette guerre des génocides qui continue jusqu'à aujourd'hui avait commencé, on nous parlait de gens qui mouraient de malaria, de malnutrition, etc. Mais nous les avons inondés avec des images, des cadavres mutilés, des gens coupés à la machette comme dans le passé au Rwanda. Le M23 n'est qu'une prolongation de ces systèmes aujourd'hui. En allant faire cette négociation en Ouganda, c'est les Congolais qui sont dupés. Les LRA coupent les lèvres, défigurent la population à Kisangani,
les LRA directement liés à l'Ouganda déstabilisent, brûlent les villages dans la province orientale. Et toutes les matières premières produites dans cette province orientale transitent par Kampala. On vient du côté de la zone occupée par les Rwandais. Au début, c'était la chasse au FDLR. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du M23, on a oublié, on n'entend plus parler du FDLR. On va recommencer à parler des FDLR lorsqu'ils vont avoir stabilisé la situation. Mais les M23 ne pourront pas nous avoir, nous Congolais, dans leur jeu. Parce qu'ils utilisent les mots que nous voulons entendre. Mais nous devons savoir que nous, la diaspora congolaise, les politiques congolais, notre but, c'est Kabila doit dégager. Parce que le Congo a besoin d'être dirigé par quelqu'un qui peut se battre pour ce pays. Et je voudrais terminer en disant que j'ai entendu récemment quelqu'un dire on ne voit même pas les images de forces armées congolaises à l'entraînement. Comment voulez-vous que l'ennemi puisse avoir peur de nous? Tout à fait. Madame Deborah, M23, rébellion, agresseur, c'est quand même un peu compliqué comme hypothèse, dans le sens que les rébellions n'existent que dans son pays d'origine. Ils ne peuvent pas être en même temps rebelles, puisque s'ils sont étrangers, s'ils sont rwandais, ougandais, ils seraient rebelles au Rwanda. Cette façon de les désigner d'abord, apparemment on s'est fait prendre par ces pièges qui est tendu par des rusés rwandais et ougandais. Qu'est-ce que vous en dites? Merci Gary. Je crois comme docteur Georges Alula vient de le dire, pour moi c'est la suite d'un programme. En fait ce ne sont que les appellations qui changent, mais c'est la même chose mais sous une autre version. Parce que ces gens ne peuvent pas connaître nos positions s'ils ne sont pas informés. C'est que les infiltrés qui sont à un très haut niveau à Kinshasa, dans le gouvernement, au Parlement, informent les leurs, qu'on se dise des vérités, informent les leurs pour leur dire voilà là où nous en sommes. Et comme le frère Georges Alula a dit tout à l'heure, ces gens nous connaissent. Depuis, les Rwandais nous connaissent. Moi, je viens de Bukavu. On a grandi avec eux, on a étudié avec eux, on a mangé avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent. Ils connaissent notre façon d'agir, notre façon de réagir, comment nous dormons, comment nous mangeons. Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés là. Et pour le moment, nous devons prendre une décision. Comme on sait qu'ils nous connaissent, qu'ils croient nous connaître, nous devons leur montrer que oui, vous nous connaissiez, mais vous ne nous connaissez plus. Donc nous, c'est à partir de maintenant que nous devons prendre une décision et dire que les M23 sont des infiltrés qui sont informés par les leurs, qui sont à Kinshasa, qui sont dans le gouvernement et qui communiquent et qui coopèrent et qui collaborent avec les nôtres. Ils n'ont pas de critères de soldats. Ce sont des rebelles, ce sont des jeunes gens qui sont recrutés dans les camps de réfugiés. Encore une fois, on reviendra peut-être sur l'ONU. Nous devons faire partir l'ONU, faire disparaître tous ces camps parce que c'est là qu'on recrute ces jeunes. Ces jeunes n'étudient pas, les écoles ne fonctionnent pas. On les recrute, on les paye, on les nourrit et on en fait des rebelles. On leur donne des armes, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils ont quitté Goma, ils ont tout dévalisé. Alors, M. Nguy, vous voulez réagir juste un mot? Oui, juste un petit mot en ce qui concerne les revendications des M23 et les négociations en cours à Kampala, pour dire simplement que les choses semblent se répéter, puisqu'il y a quelques années, je pense bien que c'était en 2008 ou 2009, Kunda était aux portes de Goma. Il était sur le point de prendre de Goma, mais on lui a demandé d'arrêter. Et le Rwanda l'a mis aux arrêts, prétendument aux arrêts, pour se dédouaner vis-à-vis de la communauté internationale, pour se dédouaner de l'accusation de soutien ou d'agression sur le Congo. Bon, aujourd'hui, le même scénario se répète, puisque suite aux pressions, le Rwanda et l'Ouganda affichent maintenant l'image des faiseurs de paix, des acteurs pour pacifier cette région, de telle sorte qu'aux yeux de la communauté internationale, ils pourraient ne plus être accusés d'agression ou bien de soutien au M23. Bon, ça c'est un élément fondamental qui risque de donner un écran de fumée sur la réalité des choses. Mais qu'est-ce qui fait que les rebelles prennent la ville de Goma, ils prennent Saké,
coup de gueule magique. On leur dit de dégager malgré toutes ces revendications. Le lendemain, ils sont partis. Oui, Goma, sur le plan des symboles, c'était un élément très important. La prise de Goma a eu une charge psychologique très importante sur le plan national. Bon, jusque-là, les rebelles contrôlaient, enfin les prétendus rebelles contrôlaient certains villages dans les Massissi, les Rutshuru, mais ça n'avait pas le même impact. Mais pourquoi est-ce que ce village-là n'appartient pas au Congo? Justement, c'est ça, les choses n'ont pas changé, puisque en fait, on revient à la case départ, puisque les rebelles sont toujours là, qui contrôlent Goma ou une partie du territoire du Nord Kivu. Ça revient au même, puisque c'est une partie du territoire congolais qui échappe au contrôle de l'État. Ça, c'est une première réalité. Bon, et j'ai dit aussi au départ que la prise de Goma, je pense, à mon niveau, faisait partie d'une stratégie pour faire monter les enchères et forcer l'État congolais à accepter de négocier avec les M23. Ce qu'ils ont réussi d'ailleurs, malheureusement. On ne négocie pas, on ne négociera pas. Ça fait de mois et de mois, les autorités de l'État congolais martelaient cela. Mais finalement, on voit qu'ils n'ont plus de choix, ils doivent négocier. Mais nous savons que Goma vient de tomber il y a quelques semaines, mais les Rutshuru, les Massissi, et tout cela était pris depuis des mois. Et ça ne faisait pas bouger les gens comme ça fait maintenant. Cela veut dire quoi? Que ces parties du territoire n'ont pas danger, beaucoup de danger, où ils n'appartiennent pas à la République démocratique du Congo, selon vous, docteur Georges Alola. Le premier précédent que je peux noter avec l'occupation de Goma, c'est vraiment la perturbation sur le sens de la mission de la MONUSCO. C'est pour, je crois, la première fois qu'on a pu voir la MONUSCO qui est venue stabiliser la situation au Congo, travailler avec les rebelles. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la collaboration avec l'armée nationale congolaise, mais on a demandé aux soldats des Nations Unies de protéger les zones occupées par les rebelles. C'était trop flagrant pour que la situation puisse continuer dans ce sens-là, surtout dans une grande ville comme la capitale du Nord Kivu. Et le fait que ces militaires quittent Goma de la manière à laquelle ils sont rentrés, c'est-à-dire sans coup de feu, montre aussi qu'ils dépendent des décideurs qui peuvent changer la situation dans cette région de notre pays. Ces gens ont quitté Goma le matin et puis ils reviennent quelques heures après en civil. Et aussi, il y en a qui sont restés comme policiers, avec des tenues de policiers qu'ils ont ramassées à leur entrée. Et tout cela, c'est quand même des situations un peu inquiétantes. Vous savez, à la mémoire du maréchal Mobutu, on l'a vu en tenue militaire dans les zones de combat, que ce soit à Chaba 1 ou Chaba 2. On n'a jamais vu Joseph Kabila en tenue militaire aller au combat alors que c'est un militaire. Donc, quand les gens voient Joseph Kabila sourire à Kinshasa, c'est très rare. Mais les photos que nous avons vues de Kampala, c'est lui qui s'est tapé un fou rire à côté de ses homologues présidents du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont des agresseurs du Congo. Alors, les images parlent mieux que les commentaires que nous pouvons faire. Et les Congolais ont compris. Vous parlez de Joseph Kabila qui a lancé plusieurs fois un mot de mobilisation. Mais nous avons l'impression que cette population a difficile de se ranger derrière Joseph Kabila en faisant tous ces appels de mobilisation. Et quand le peuple veut se lever pour manifester, et justement pour donner leur soutien aux forces armées qui sont au front, les marches sont interdites. Quand ils se lèvent pour dénoncer les agresseurs, il y a des émeutes à Kisangani. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur qui donnait un peu le bilan. Il y avait eu plus de 10 morts, tous ces morts par balle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en bref, que la population congolaise ne se range pas derrière cet appel de mobilisation? Nous allons commencer avec Madame Deborah.
Gary, merci beaucoup. Je crois qu'un peuple se range derrière un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui vous sécurise. Quand vous le voyez, vous vous sentez en sécurité. Vous venez de dire que c'est le docteur Georges qui a dit qu'on n'a jamais vu Kabila en tenue à Goma. Il y a des moments où la première réaction après une action est capitale. On a vu ici le débat de Obama et Romney. Le premier débat, Obama a déçu les Américains. Pourquoi? Parce que on attendait à ce qu'il touche à certains points. Il ne l'a pas fait. Il a déçu. Et ça avait eu des préjudices. Et ça avait eu des préjudices, voilà, sur la suite. Mais on a vu aussi quand Sandy, l'hurricane Sandy a frappé. Il a fait arrêter la campagne. Il est allé sur le terrain. Il a visité les victimes. Et ça a joué sur les élections. On n'entend pas Kabila. On ne le voit pas. Et pour le voir quelques jours plus tard en Ouganda ou je ne sais où, en train de rire pendant que le peuple qu'il a élu, soi-disant, est en train de mourir. Mais on n'a pas besoin d'un de ça pour comprendre. C'est un chef, il ne nous dit rien. Le peuple est dans la peur. Sa priorité, même si on n'avait pas vu l'armée, c'était de le voir à la télé, en tenue militaire, comme notre frère a dit Mobutu, on le voyait. Hein? Il a eu ses mauvais moments après, mais on le voyait. Et ça, c'est très capital pour un chef. Tout à fait. Alors, M. Ngimi, vite fait. Oui, rapidement, je dirais simplement qu'il y a un certain déficit de confiance entre la population et les dirigeants congolais. Et pour comprendre cette situation, du moins l'attitude du gouvernement congolais, c'est que, bon, peut-être on apprend un retournement des choses. La population est tellement déçue de la déconfiture de Goma en marchant, bon, qu'elle pourrait mettre en cause le gouvernement et se retourner contre le régime actuel. Bon, ce sont des appréhensions peut-être que le régime actuel a ressenti et pour prévenir cela, bon, a décidé d'annuler ou bien de ne pas autoriser de marche quelconque à travers les pays. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que le peuple congolais a compris. Le peuple congolais a compris qu'il ne pouvait pas compter sur Joseph Kabila pour le défendre. Le peuple congolais a compris que lorsque Joseph Kabila, la population revendique ses droits, même sans armes, on a vu Joseph Kabila mettre sa force sur Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, près de 600 morts. On a vu les forces de Kabila agir sur les ressortissants, plutôt les militants de Bundu Dia Congo au Bas-Congo. On a vu, après les élections de novembre 2008, comment les forces de Kabila ont dispersé la population avec de l'eau chaude, avec de l'eau acidulée. Donc le peuple congolais a vu avec quelle est la force à la disposition de Kabila. Mais le peuple congolais n'a pas compris que Goma puisse tomber sans combat. Et dans ces cas, je crois aussi que les gens doivent savoir que nous sommes à une autre époque. À chaque personne qui a un téléphone cellulaire à la main, c'est une caméra. C'est des images qui partent. Donc avec la multiplicité de ces images que nous avons, nous pouvons dire que la cohésion dans le peuple congolais en termes de savoir qui peut les défendre, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils se sont levés spontanément à Kisangani avec des revendications très, très fortes pour comment arrêter la guerre. Et ce qui était important, le peuple congolais sur l'ensemble du territoire aurait pu démontrer aux étrangers qui nous agressaient que le peuple en avait marre. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ça aussi qui explique la marche en arrière que le M23 a fait, parce qu'ils n'ont pas vu. Ils s'attendaient à avoir le soutien que l'AFDL avait reçu en 96-97 lorsqu'ils attaquaient Mobutu. Cette fois-ci, ils savaient très bien qu'ils allaient rencontrer les Congolais sur leur chemin. Le Rwanda, bon élève de la communauté internationale, 4000 hommes comme force de maintien de la paix au Darfour, le Rwanda qui vend son génocide, et aussi le Rwanda, il faut le dire, c'est aujourd'hui une plaque tournante
de matières premières qui s'envolent au Royaume-Uni et ici aux États-Unis. Mais mettons tout cela ensemble. Est-ce qu'on peut aussi un jour assister à la condamnation? Parce que hier j'étais au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai eu la chance de poser la question au nouveau président du Conseil de sécurité des Nations Unies de cette année pour savoir pourquoi le Congo n'était pas sur son agenda et notamment sur les sanctions, puisque les rapports sont clairs. Nous comprenons qu'il n'y a pas cette volonté de la communauté internationale à condamner le Rwanda. Oui, Gary, vous avez été très clair en disant que le Rwanda bénéficie d'une certaine bonne image, d'une certaine bonne perception du côté de la communauté internationale, du fait d'abord qu'il participe aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans certains pays africains. Et deuxièmement, le Rwanda vend le génocide, comme vous l'avez si bien dit. Au-delà de tout cela, il y a ces semblants de stabilité, ces semblants de bonne gouvernance que le Rwanda affiche et qui fait l'admiration de certaines institutions comme la Banque mondiale, où le Rwanda est pris en exemple en ce matière de bonne gouvernance. Bon, l'autre élément, c'est que les multinationales ont transformé le Rwanda, comme vous l'avez dit aussi, en plaque tournante du commerce des minerais venant du Congo. Et le Rwanda a installé des usines qui peuvent procéder au premier traitement de ces minéraux-là avant de les exporter, chose que nous n'avons pas. Le Rwanda aussi dispose d'un environnement qui peut permettre aux hommes d'affaires de faire des transactions directement avec l'extérieur, c'est-à-dire des banques qui sont connectées au réseau bancaire international, les assurances, tout ça, ce que nous n'avons pas. Bon, donc je pense que nous devions faire un effort pour nous relever d'abord sur le plan de l'ordre public, sur le plan du fonctionnement de l'État, sur le plan du climat des affaires. Alors moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi pendant tous ces temps-là, toutes ces années, on n'avait jamais songé à mettre en place à Goma, à Bukavu, un environnement qui pourrait favoriser les affaires, donc permettre aux hommes d'affaires de faire des transactions directement avec l'extérieur, c'est-à-dire mettre en place des services Internet, des services bancaires connectés au réseau international, etc. etc. On aurait pu le faire que les créateurs n'auraient plus intérêt de traverser la frontière pour aller au Rwanda s'ils avaient les mêmes services au Congo, à Goma et à Bukavu. Entendre M. Nguibi parler, ça peut donner l'impression aussi que ce que les Rwandais ont réalisé au Rwanda était inaccessible à nous les Congolais. C'est totalement faux. Je considère que toutes les prouesses que le Rwanda a réalisées sur le plan économique, sur le plan des environnements, des affaires, pour moi c'est un laboratoire. C'est un test qui montre que les Africains peuvent faire quelque chose. Mais nous, au Congo, avec un bon leadership, nous sommes capables de pouvoir nous surpasser, de mettre les bourses qu'il faut pour la gestion, pour les transactions avec l'étranger. Nous avons les capacités, les skills, les expériences de management qu'il faut pour relever notre pays. Rien de tout ça n'est impossible. Si le Rwanda l'a fait avec les productions artisanales faites à la main, je crois que le Congo, si nous avons notre leadership en place, nous allons industrialiser la production minière pour pouvoir inonder le monde entier. Parce qu'actuellement, la production de toutes ces matières n'a pas encore atteint 15 ou 20% de la... Vous parlez de ça d'ailleurs dans votre plan de sauvetage de l'économie du Congo qui a reçu d'ailleurs l'appréciation du gouvernement Obama. Bien sûr, bien sûr. Et ce plan, vous avez dit de 140 milliards. Les plans, on a imaginé un plan de 140 milliards pour développer la République démocratique du Congo. En raison de 5 milliards par province et 15 milliards sur Kinshasa. Mais tout ça est mis ensemble de façon à ce que nous puissions bâtir les infrastructures routières, l'éducation, la santé, renforcer l'armée, les contrôles, la sécurité, le système juridique. Donc c'est un plan de plus de 200 pages
qui a été présenté à l'administration américaine. Le département de la Défense, le US Treasury, le département des Finances ont donné un avis favorable à ces plans et je suis fier pour le Congo que le président on aura le temps d'approfondir là-dessus. Ce que vous oubliez, c'est que pendant très longtemps, nous avons vécu avec les Rwandais, en tout cas au Kivu. Hein? Moi, j'ai étudié en Belgique. On prenait notre avion à Kigali, Kamembe, Kigali, Bruxelles. Je ne connaissais pas Kinshasa. On n'allait jamais à Kinshasa prendre notre avion pour aller en Europe. C'est que nous avons été infiltrés dès les années 60, 30, Dieu seul sait. Et tous nos mouvements ont été enregistrés parce que quand l'AFDL est entré, tous nos frères rwandais qui vivaient au Congo étaient partis avec toutes les informations. Et donc, quand vous dites qu'on se demande pourquoi à Goma et à Bukavu, on n'a pas pu faire tel ou tel. Et ça, c'est aussi un des grands échecs de Mobutu, avec tous ces gens qu'il a reçus. Il les a aidés, on a tout fait avec eux, mais il prenait toutes nos informations et les ramenait chez eux. Mais on avait quand même des grands hommes d'affaires. Oui, justement, j'en arrive là. Oui. Époque, oui. Nous avions par exemple, oui, j'en arrive là. Tous nos pères de l'époque, en commençant par notre papa Kitima et autres, bon, je ne sais pas, ça c'est entre nous, peut-être si tu peux faire passer, avaient des maîtresses rwandaises. C'est-à-dire que toutes nos autorités étaient contrôlées. Et toutes nos informations sont passées de l'autre côté. Et quand ils sont partis, je vous dis, Gary, à Kinshasa, à Bukavu, il n'y avait plus un seul Rwandais. Si on a 2 ou 3 qui sont restés, ils sont à compter. Et c'est là, mais en 97. En 94 déjà, après l'entrée, oui, avant même l'entrée, tous étaient informés. Je vous dis qu'à Kinshasa, il n'y avait pas un seul Rwandais. Hein? Ils sont partis avec toutes nos informations, c'est-à-dire Goma, c'est-à-dire que plus organisés, mieux voilà, organisés, plus intelligents que nous. Et c'est là que nous devons nous-mêmes être interpellés. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. On peut parler que nous pouvons faire, nous pouvons nous lever, mais la priorité, c'est d'abord de revoir nos systèmes de sécurité, l'immigration. Qui est chez nous? Il fait quoi? Il contrôle quoi? Parce que nous sommes infiltrés. L'état civil aussi. Exactement. Donc, c'est un travail de très grande haleine. Ça ne va pas commencer par ça va commencer d'abord par la sécurité, l'immigration et le contrôle du territoire. On n'a jamais recensé pour savoir qui est qui, qui fait quoi. Et comme tous nos organes ne fonctionnent pas, les Rwandais ont l'argent. Ils viennent, ils corrompent qui veulent corrompre, en commençant par notre gouvernement, et ça continue. Bon, alors aujourd'hui on parle du dialogue. Dès que Goma est tombé, le président Kabila a couru à Kampala, et les résultats qui sont sortis de Kampala, apparemment le M23 s'est retiré, et ils sont en train de guetter quelque part. Aujourd'hui on parle d'évaluer les accords. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire exactement, puisque quand les accords sont signés, ils doivent être respectés. Quelle chance allons-nous donner à ces nouvelles négociations à Kampala, Dr Georges Alola? En tout cas, c'est le moment de faire un appel à la classe politique congolaise. Je pense qu'ils ont vu comment la population congolaise s'est levée contre cette énième rébellion dite de M23. En d'autres termes, l'agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Allez s'asseoir pour négocier avec ces gens, ne vous laissez pas duper. Le pays vous appartient, c'est vous qui avez le pouvoir de renverser ces pouvoirs qui tentent de vous mettre dans les sacs. Si vous avez pensé qu'en arrivant, pourquoi ils n'ont pas fait la progression sur Kinshasa? Parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer la population sur leur chemin. Les M23 tentaient d'aller vers Bukavu. Les Maïma, ils les ont arrêtés. Ils ont vu que les conditions n'étaient pas réunies. À vous de résister. Moi, je ne vous conseille pas d'aller négocier avec les M23. Le problème doit être vu autrement. C'est le moment à Paul Kagame et à Museveni d'ouvrir les dialogues dans leur propre pays.
les Tutsis et les Hutus doivent s'asseoir pour dialoguer, faire ce que les Congolais ont fait, ce que les Maliens ont fait dans plusieurs pays africains par le passé, des dialogues nationaux. Ces dialogues nationaux doivent être tenus en Ouganda et au Rwanda, pas au Congo. Et à ce moment, ils pourront aussi savoir que ne leur donnez pas la chance de marcher sur vous. C'est vous qui avez la légitimité du pouvoir en République démocratique du Congo. Donc, pour moi, pour nous, dans UNIC, le mouvement d'unité nationale et intégrité du Congo que je préside, nous sommes contre ces dialogues avec les M23. Nous sommes plutôt pour que la population puisse s'élever partout à travers le territoire national pour mettre un terme à ces gouvernements qui ne nous représentent pas, à ces présidents qui ne jouent pas son rôle de chef suprême de la nation. S'il s'agit d'aller négocier avec les M23, c'est quand même facile à faire pour le moment, du fait que M23 est en position de force, mais ces dialogues, on les cherche aussi entre les Congolais, de voir que la classe politique est quand même divisée, pour inclure toute la classe politique. Oui, Gary, il y a deux choses. D'abord, c'est la nature de ces dialogues dont on parle. Qui prendra l'initiative de les convoquer? Bon, à mon sens, il y a le gouvernement qui peut prendre l'initiative, et je ne pense pas qu'il en est disposé. Et l'autre partie qui pourrait prendre l'initiative, c'est la communauté internationale. Bon, à ce niveau-là, je ne pense pas aussi que ce soit facile, puisque le mouvement congolais donne l'impression de trouver la solution, bien d'avoir des solutions en allant négocier avec les Rwandais, l'Ouganda et les M23. Donc au niveau de la communauté internationale, c'est comme si on disait, voilà, bon, les choses vont bon train, alors ce n'est pas nécessaire que nous puissions nous mêler dans cette affaire. Bon, la deuxième chose, c'est l'agenda. Bon, vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez le M23 qui a son agenda, qui demande un dialogue inclusif. Et de l'autre côté, vous avez les politiciens de l'opposition au Congo qui exigent aussi un dialogue pour rétablir cette cohésion nationale qui est rompue depuis les élections de 2011. Bon, l'agenda de M23, bon, cet agenda contient des points qui touchent aux fondamentaux dont j'ai parlé au début de cette émission, c'est-à-dire la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais. Quand par exemple les M23, il parle de non-déploiement des forces de M23 dans d'autres régions du pays. Bon, il parle de la sécurisation avec une police qui est contrôlée elle-même. Et en plus, et ça c'est le plus important, il demande aussi l'amnistie. L'amnistie, ça c'est un point qu'on ne semble pas trop mettre à l'épingle, alors que c'est un point important puisqu'il y a eu des crimes horribles qui ont été commis et les responsables de ces crimes-là ont été identifiés et ce n'est pas normal qu'on puisse se taire devant de tels crimes, donc l'impunité est inacceptable. Donc sur les points qui touchent à la souveraineté ou à l'intégrité du territoire, aussi les accords ont été signés, bon, ceux qui les ont signés en portent la responsabilité, mais je ne pense pas que les Congolais ou les hommes politiques réfléchis du Congo pourraient accepter une telle situation. Du côté de la classe politique intérieure, du moins celle de l'opposition, ils demandent une rencontre sous forme de dialogue où on pourrait débattre des problèmes de gouvernance, tout ça. Bon, c'est peut-être compréhensible vu la tension, l'attente qui existe dans le pays depuis les élections de 2011, et vu aussi que bon, les choses semblent tourner en rond, donc il n'y a pas vraiment d'ancrage pour amorcer un départ, un développement, ou bien jeter les bases d'un développement tout à fait réel. Donc cette nécessité de dialogue est là, mais qui prendra l'initiative au cas où il faudrait avoir ce dialogue-là. Gary, donc, moi je vais revenir un peu sur la situation en Côte d'Ivoire. Vous savez, on mourra bien d'une mort. Hein? Gbagbo a accepté de signer l'accord de Marcoussis, bien que son entourage lui avait demandé de ne pas le faire. L'accord de Marcoussis, c'était l'alliance avec les rebelles. C'était là qu'on lui exigeait de prendre Soro comme Premier ministre. Soro, chef des forces nouvelles rebelles. Hein? Et c'est ça qui a coûté à Gbagbo ce que ça lui a coûté. Quand il a réalisé qu'il était tard,
Il a voulu, il a refusé tout le reste, mais il avait déjà pris Soro comme premier ministre de son gouvernement. Et de là jusqu'à organiser les élections, qu'on lui avait encore refusé. Son entourage était à Abidjan, on ne me l'a pas raconté. Je suis allée sur place, j'ai sondé, j'ai écouté. Son entourage lui a dit n'organise pas les élections. Il l'a fait. Mais c'était dans, Ouattara a gagné. C'est dans les calendriers, les élections. Oui, mais il pouvait refuser. Il pouvait refuser. Il était président. Il pouvait. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on continue alors à négocier. Nous pouvons refuser parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné les élections. L'ONU a voulu établir son candidat avec la communauté internationale. On l'a bombardé. Non, écoutez, j'en viens là où vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas... Les négociations, ça ne sert à rien. On a bombardé. Babo est mort, il n'est pas mort. Donc, nous devons arriver à un point où on dit on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. On a voulu le faire partir, on lui a offert l'exil sur un plateau doré, il a refusé, il est resté dans la résidence avec son gouvernement, sa femme. C'est pas parce qu'il ne voulait pas donner le pouvoir, mais il a voulu rester à côté de son peuple jusqu'à la mort. J'étais à Abidjan. J'ai quitté la Côte d'Ivoire 5 jours avant les bombardements. Ce n'est pas une chose qu'on m'a racontée. Et j'y suis allé pourquoi? Parce que j'avais vu Bizi Makara dans la délégation de Raila Odinga. Je ne suis pas allé là-bas par émotion. Ou parce que j'y suis allé parce que le jour que j'ai vu Bizi Makara dans la délégation des médiateurs, j'ai dit c'est la rébellion congolaise qu'on amène. Et je l'ai dit à la télévision ivoirienne. J'ai dit c'est la rébellion congolaise qu'on amène en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, si vous regardez les photos, comme nous sommes en train de parler de photos de Kabila, quand vous regardez quand le monsieur là, Bizi Makara était avec Ouattara et Soro, c'est un relâchement total. Ils sont en train de rire. Mais quand il était chez Gbagbo, je vous dis, je peux chercher encore ces photos aujourd'hui. C'est sur Internet. Vous, c'est la présence de Bizi Makara qui vous a plus tiqué puisque vous connaissiez... Je connaissais l'histoire et je suivais cette histoire. Vous savez, et j'ai dit à la télévision ivoirienne, j'ai dit, vous savez, parce que quand j'en ai parlé, les gens disaient... Ah bon? J'ai dit, vous savez, le problème avec nous les Africains, nous connaissons tout ce qui se passe ailleurs. Un problème pareil ne peut pas se passer au Congo et les Ivoiriens n'en sont pas informés. Le jour que j'ai vu Bizi Makara avec M. Raila Odinga, soi-disant en médiation, je me suis dit, ce monsieur est venu ici pour conseiller, comment il s'appelle, Soro, comment nous avons pris le Congo. Et je vous dis, en bref, pas de négociation, c'est simple. On négocie quoi? Le dialogue interne est très important. Et d'ailleurs, moi j'allais dire ici que nous devons oublier les pro-Tshisekedi, les pro-Kabila, les pro-Kibasa, parce que nous avons vu Septembre 11. C'est ce que moi, ce qui me fait mal, c'est que nous qui vivons en Amérique, nous voyons comment les choses se passent dans ce pays. Quand il y a eu encore, je vais toujours dire, la chute de Twin Towers, les Américains ont oublié leurs différences. Ils se sont mis ensemble. Quand le pays est attaqué, nous devons nous mettre ensemble. Sinon, alors qu'on laisse le Rwanda prendre l'Est. Mais c'est quand même difficile, docteur Georges Alola, de se mettre ensemble dans ces conditions où on voit les léopards d'un côté, les rats de l'autre et tout cela. Et on doit se mettre ensemble. Le climat politique interne n'est pas très favorable en quelque sorte. On s'oublie, on voit la patrie. Normalement, si les parlementaires congolais avaient l'amour du pays, et avec tout ce qui s'est passé, qui a montré que le pays a souffert d'une haute trahison à sa tête, au lieu d'être d'accord pour faire un dialogue qui n'était pas nécessaire avant l'attaque du M23, il fallait être d'accord pour entamer une procédure de destitution du président de la République, en vertu de la Constitution. Nous allons en Ouganda chez Yoweri Museveni, qui doit au Congo 10 milliards de dollars pour les dégâts qu'ils ont fait à Kisangani à l'an 2000 et qui n'ont jamais payé, sans compter les dégâts ultérieurs. Alors, mettez aussi un peu de votre nationalisme au service du peuple congolais. Vous avez emprunté 7 milliards à la Chine pour leur reverser 90 milliards, alors que l'Ouganda à côté nous devait 10 milliards que nous aurions pu utiliser pour faire les travaux que les Chinois sont en train de faire au Congo. Donc pour moi, les dialogues, c'est plutôt la classe politique congolaise doit se mettre d'accord pour entamer une procédure de destitution du président de la République, un point barre. Si le président a des arguments avancés pour
démontré que de son incapacité ou de sa capacité de pouvoir diriger l'armée congolaise, c'est aux parlementaires librement de faire leur vote. Il ne faut pas que le groupe parlementaire s'impose pour empêcher une telle motion de pouvoir prendre lieu. Ce n'est pas le dialogue, il nous faut changer les têtes du pays et après on va réorganiser l'armée et voir si le M23 va tenir tête. Voilà ce que je peux dire. Alors voilà, on arrive presque à la fin de notre émission. Vous avez suivi, chers téléspectateurs, depuis le début. Je sais que c'est un sujet qui a plusieurs facettes. Nous n'allons pas le terminer aujourd'hui. Nous allons continuer à débattre avec nos invités et peut-être aussi avec de nouvelles têtes. Mais tout le monde se pose toujours la question de savoir est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le Congo se stabilise un peu. Là, nous pensons à des ébauches de solutions. Et M. Ngimbi, selon vous... Vous avez raison, mais je serais vraiment prétentieux de dire que j'ai une solution. Mais si je dois appréhender la situation, je la situerai à 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau national, le niveau régional et le niveau international. Sur le plan national, bon, je pense que tout le monde est d'avis que les Congolais doivent faire un effort pour mettre en place un État crédible, et un environnement des affaires acceptable, rétablir toutes les structures de sécurité, l'armée, etc., etc. Bon, ça, ce sont des préalables pour que nous puissions nous poser un interlocuteur valable, crédible sur le plan international. Bon, sur le plan régional, bon, les acteurs principaux sont connus. C'est Kagame, c'est Kabila et c'est Museveni. On a vu que c'est eux qui ont, si vous voulez, un mot à dire, qui ont la clé de la solution. Ils l'ont démontré, puisque ceux qu'on appelle les gens de M23, les rebelles de M23, les obéissent. Ils leur obéissent. Alors, la question de savoir si ces 3 messieurs agissaient dans le sens de la pacification de cette partie du pays, du Congo, pourquoi ils n'agiraient pas dans le sens d'exiger au M23 de rendre les armes et de faire monter ces revendications au niveau des institutions établies dans les pays. Puisqu'ils en ont les moyens, ils en ont les pouvoirs, ils l'ont démontré en demandant au M23, voilà, ils se sont retirés. Ils peuvent aussi lui demander, voilà, déposer les armes et intégrez-vous dans un processus de dialogue avec les institutions du Congo. Mais nous avons suivi le président Sassou qui s'est introduit quand même dans cette démarche oui, mais justement c'est le piège dans lequel on est tombé, puisque en acceptant d'aller dialoguer en dehors du Congo, nous dédouanons d'une façon ou d'une autre le Rwanda et l'Ouganda d'être agresseurs, puisque au niveau de la communauté internationale, c'est perçu maintenant comme si la solution viendrait de là. Et on vous observe, et il n'y a aucune garantie qu'une solution durable pourra sortir de ces négociations. Donc c'est une équation qui se pose encore. Bon, la troisième dimension, c'est la dimension internationale de la crise. Bon, là, il y a ces phénomènes des multinationales qui évoluent en dehors des règles des droits internationaux en matière commerciale, puisque avant, quand il s'agissait des États, les règles des droits internationaux étaient plus rigoureuses et les États ne pouvaient pas se permettre d'intervenir dans des États, dans des pays et utiliser les groupes armés ou des groupes rebelles pour exploiter les richesses de ces pays-là. Mais les multinationales ne sont pas astreintes à ces droits-là, à ces obligations juridiques. Donc, elles peuvent contacter et travailler, collaborer directement avec les exploitants illégaux des matières ou des ressources naturelles dans les pays en conflit. Bon, alors, pour résoudre cette question-là sur le plan international, bon, nous avons préconisé l'installation ou bien l'établissement d'un environnement qui pourrait permettre aux opérateurs économiques qui exportent et qui font le commerce de ces matières premières, de ces ressources naturelles, un environnement qui leur permette de travailler sur place plutôt que d'aller au Rwanda ou en Ouganda.
une autre dimension du problème ou bien un autre niveau, il faudrait que nous puissions faire un effort pour garantir que les marchés des minéraux soient alimentés par des minéraux qui viennent vraiment du Congo, qui est le processus ou bien la procédure de traçage des minéraux qui doit être renforcée pour que les minéraux qui passent par des voies illégales ne soient plus enlevés au Rwanda. Le rôle qu'ils jouent actuellement des plaques tournantes de commerce de matières premières, matières minières. Là, vous parlez de la loi, l'implémentation de la loi Obama. Oui. Je voulais dire ceci. Bon, les Congolais doivent savoir, nous devons savoir que la crise actuelle, c'est une crise qui est très, très importante, qui est très grave. Ne nous n'oublierons pas en pensant que les solutions qui sont prises actuellement pourront constituer une solution pour une paix durable dans les pays. Et il faudrait peut-être se préparer à une confrontation militaire armée avec ceux qui nous agressent aujourd'hui pour être totalement libérés de ces carcans dans lesquels nous sommes enfermés depuis quelques années. Tout à fait. Madame Deborah, allez-y, allez-y. Pour moi, stabiliser la RDC, c'est quoi? C'est d'abord redéfinir nos priorités. Et ça devrait commencer par, parallèlement, commencer à travailler sur notre armée et remettre l'ordre dans toutes les structures de la place. C'est-à-dire recréer des emplois, parce que l'ONU, qu'on le veuille ou non, il faut attaquer le mal à la racine. La MONUSCO, l'ONU, je veux dire l'ONU, est un mal, est un cancer dans notre pays. Ils ont tué l'administration, ils ont créé des ONG qui n'ont pas de raison d'être. Il faut d'abord supprimer, recenser toutes les ONG et en supprimer autant que possible. Et puis le président aussi donne l'impression au gouvernement qu'il y a une force qui en quelque sorte remplace l'armée, puisque quand on voit les forces de la MONUSCO, les gens ont l'impression qu'ils sont là pour combattre à la place de l'armée. Exactement, Gary, parce que l'ONU est chez nous depuis quand? Depuis l'entrée d'Abdel et peut-être avant. Donc il y a des enfants qui sont nés sous l'ONU et qui ne connaissent pas la police, qui ne connaissent pas une autre intervention que celle de l'ONU. Il y a des frères à nous qui ont quitté le banc de l'école et qui ont commencé directement à travailler pour l'ONU. En tant que chauffeur, moi j'ai plein de cousins qui sont des chauffeurs. Ils viennent créer un besoin. Ils sont mieux payés que ceux qui travaillent. Exactement. Et ça c'est quoi? Ça c'est tuer notre administration. En fait, ils viennent, ils nous imposent une guerre pour se créer des emplois et tuer carrément l'administration et tuer les institutions qui sont en place. Un État dans un État. À double vitesse. Yeah. Oui. Donc il faut qu'on fasse tout pour redéfinir le rôle de l'ONU chez nous. Je sais que ça va faire mal à certaines personnes, mais il y a même des autorités qui ne veulent pas qu'on parle du départ de la MONUSCO parce que leurs maisons sont louées par l'ONU, ils sont rémunérés en devises, ils supportent leurs enfants ou bien tout ce qu'ils peuvent supporter. Non, nous devons nous oublier pour l'intérêt de la nation. Et le premier mal de notre pays, c'est l'ONU. Ok, voilà. Docteur Georges Alola, en quelques mots, est-ce que le Congo peut être stabilisé? Le Congo peut être stabilisé, oui. Je vais vous surprendre. Les guerres que nous vivons au Congo ont commencé depuis le XIVe siècle. L'esclavagisme, le Congo est passé par tous les systèmes. Tout ça sur des bases, des raisons économiques. Donc, lorsqu'on a connu l'esclavagisme, la colonisation, l'esclavagisme, la colonisation et l'exploitation brutale du Congo sous le roi Léopold II au XIXe siècle, tout était basé sur les raisons économiques. C'est pour ça que je dis qu'il faut apporter des solutions économiques à ces guerres économiques pour stabiliser le Congo. Je pense que nous aurions l'occasion, Gary, de revenir dans votre émission pour vous expliquer qu'on a parlé dans cette émission de ce projet de 140 milliards de dollars qui va faire du Congo une plateforme assez forte qui permettra à ce que les entreprises puissent trouver
l'environnement propice, stabilisé pour faire les affaires et faire le décollage du Congo avec l'Afrique dans son esprit, sachant que le Congo sera le point de démarrage économique pour toute l'Afrique entière, qui va bientôt atteindre 1,5 milliard d'habitants et faire concurrence à la Chine, à l'Inde et aux grandes économies émergentes. Tout à fait. Alors, merci donc à Noble Mandela et à Mike Manseka qui ont voulu vraiment réaliser cette émission de ce soir. Je dis grand merci au docteur Georges Aloula qui a écrit un livre très intéressant que je recommande à tous nos téléspectateurs. Je remercie Madame Deborah Kipene, l'habituée de cette émission. Et merci beaucoup pour votre involvement. Et je dis aussi merci à M. Ngimi Kalouvueziko, un habitué aussi, un conseiller de cette émission. Merci beaucoup pour votre présence. Il a écrit un livre très intéressant. Il y a un autre qui arrive. Dans notre rubrique des livres qui vont paraître, on aura à nous asseoir encore avec M. Ngimbi et Dr. Georges Aloula pour parler vraiment en long et en large de leur livre qui d'ailleurs fait beaucoup de bruit ici aux États-Unis et à travers le monde. Et il y a aussi le docteur Noël Chani qui a sorti un livre très intéressant sur la stabilisation de la monnaie du Congo qui va paraître très bientôt. Il a déjà paru. Nous allons avoir le temps de nous asseoir parce que nous encourageons, nous vous avons dit, et il faut lire. Nous encourageons la jeunesse à lire. C'est pourquoi nous avons lancé cette idée du magazine, Bakolo State Magazine qui est là. La deuxième édition arrive la première semaine du mois de janvier. Soyez branchés. Tous ceux qui veulent faire leur publicité, leurs annonces dans le magazine, vous êtes le bienvenu. En tout cas, comme vous avez vu, le sujet est tellement important. Vous avez vu nos invités parler avec passion. Merci pour votre contribution. Je pense que les gens qui sont de l'autre côté sont vraiment édifiés de votre contribution. Et soyez volontiers à revenir toujours à votre disposition dans cette émission si on vous fait appel. Merci à la réalisation. Et vous qui voulez participer à cette émission, n'hésitez pas, contactez-nous sur www.bacolostate.com ou par notre email bacolostate@hotmail.com ou encore gi@bacolostate.com. Appelez-nous, envoyez-nous des SMS, envoyez-nous de vos messages. Ce n'est qu'une partie remise et je dis au revoir et à bientôt. Que ce soit que Utabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo kanatikeli iyo papa. Moninga nangayo, tika kosalanga bongo.